Bonjour, je suis de retour pour parler une nouvelle fois de The Book of Boba Fett, car j'adore me faire du mal et sortir des vidéos sur un sujet mort et enterré afin d'être certain de faire des vues. En réalité, j'ai été beaucoup pris ces derniers temps d'un point de vue personnel et j'ai également pris mon temps pour mûrir ma conclusion. Je vais revenir sur un point abordé par Saïd Maul dans sa vidéo de conclusion sur la série. Il y a souvent plus de critiques négatives que positives sur une œuvre, même une œuvre objectivement bonne. Je vois la raison de ce phénomène par deux aspects différents. Premièrement, il y a l'aspect d'expérience personnelle et on peut se sentir trahi par la qualité d'un film ou d'une série quand on a payé 10-15 € la place ou 25 € l'abonnement mensuel. Notre expérience utilisateur est alors dégradée et on a un sentiment d'injustice, d'avoir été pris pour un con et on veut le faire savoir dans une sorte de règlement de compte à sens unique. Pas content! Pas content! A l'inverse, le spectateur satisfait n'ira pas hurler sur tous les toits la qualité de l'œuvre, il dira juste « j'ai passé un bon moment ». D'autant plus qu'on est soumis à un biais de négativité et qu'on mémorise beaucoup plus facilement les détails qui vont dégrader l'œuvre, alors qu'apprécier un film, ça se fait plus sur un sentiment global, même si on peut retrouver des éléments particulièrement marquants, comme la lumière, le jeu d'acteur, etc. Mais on a un sentiment plus général sur le fait d'aimer une œuvre. À côté de ça, il y a aussi l'aspect putaclic de la critique négative, car la polémique fait vendre. Par exemple, une critique positive sur YouTube n'engendrera pas beaucoup de remous dans les commentaires, alors qu'à l'inverse, une critique négative provoquera tout un panel de réactions différentes, que le film soit bon ou pas. Premièrement, ceux qui enfoncent l'œuvre, encore plus. Ensuite, on a ceux qui viennent la défendre parce que selon eux, c'est la meilleure chose du monde. Et en 3, les engueulades entre les deux factions. Et c'est toutes ces interactions sur la vidéo qui permettront aux vidéastes de gagner en visibilité. Donc oui, la critique négative est plus rentable. Personnellement, je tente de faire une critique objective de l'œuvre, même si au final je juge sur ce que je connais et par rapport aux films et séries que j'ai pu voir par le passé. Par exemple, j'aime Space Jam, un film objectivement pas ouf qui a bercé mon enfance, et j'aime pas particulièrement 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est pourtant reconnu comme un chef-d'œuvre de SF. Et je suis fan de The Rock, donc je suis pas vraiment élitiste. Il y a des choses que j'aime dans les films et séries nulles, et des choses que je n'aime pas dans les films et séries grandioses. Pour The Book of Boba Fett, il y a des choses que je n'aime pas dans une série qui n'est pas géniale. Le premier élément problématique de la série, c'est son personnage principal qui ne suit pas le comportement qu'on attend de lui ou uniquement dans de rares occasions. Ces quelques scènes dans l'épisode 5 nous dressent un portrait assez sinistre d'un personnage froid. Et s'il ne survit pas, il a une énorme valeur pour moi. L'Empire vous dédommagera si jamais il meurt. Qui cède à la facilité pour capturer ses primes. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Et dans la série The Clone Wars, le jeune Boba est impulsif et souhaitait prendre sa revanche sur Mace Windu, et il montrait une certaine haine des Jedi. Mace is dead. Are you happy now? Autant dire que c'est un bon antagoniste. D'autant plus que c'est Vador en personne qui envoie les chasseurs de primes aux trousses de Han et Leia, et Vador n'aime pas l'incompétence. Ça sous-entend que ces chasseurs de primes sont efficaces, et le Seigneur Noir des Sith connaît même les méthodes de Boba, et il le met en garde personnellement. C'est presque une marque de respect à ce niveau qui nous indique clairement qu'il est dangereux. Mais dans la série, en dehors de quelques actions d'éclat comme sa vengeance sur les bikers ou son duel avec Cad Bane, nous avons droit à un Boba Fett mou du genou qui se fait marcher dessus par tout le monde, qui prend aucune décision, sauf peut-être celle d'aller pisser, et encore, là, c'est peut-être Fennec qui va lui tenir. Et c'est dommage, car dans The Mandalorian, on retrouvait un petit peu ce fameux chasseur de primes, certes un petit peu plus vieux et peut-être moins dynamique, mais il était actif et plutôt sûr de lui. D'ailleurs, même son apprentissage chez les Tusken est assez bancal. Pourquoi Boba aurait-il besoin d'apprendre à se servir d'un Gaddafi? S'il a suivi l'entraînement de son père, il est tout à fait capable de se battre avec un bâton. Alors oui, on pourrait dire que c'est une arme spécifique, avec un maniement spécifique, mais dans ce cas, j'aurais apprécié voir Boba tenter d'utiliser le Gaddafi comme un bâton classique et se blesser en le faisant, et ensuite se faire reprendre par la guerre Tusken, montrer qu'en fait il sait faire des choses, mais que ce qu'il fait n'est pas forcément adapté à ce qu'il a dans les mains. Mais en fait, on dirait juste un vieux croulant qui a besoin d'une canne. Ça aussi, c'est une idée à la con. Je sais pas qui a eu l'idée de laisser cette hideuse combinaison. Non, oui, c'est une grenouillère. Mais pour casser la crédibilité d'un personnage, c'est parfait, on dirait un mec en pyjama. Et côté crédibilité, justement, transition parfaite, Boba n'en a aucune. Il remplace Bib Fortuna pour prendre possession de Mos Eisley,
Mais il a avec lui Fennec et 2 Gamoréens, et il trouve 10 adolescents cyborgs en mal d'amour et espère pouvoir concurrencer le syndicat des Pikes. Heureusement d'ailleurs que la kryptonite des Pikes, c'est les vieux chasseurs de primes en grenouillère, parce que sinon Boba Fett aurait eu aucune chance. Mais là-dedans, le pire, en fait, c'est que la série s'appelle The Book of Boba Fett, mais qu'il n'est même pas le personnage central de sa propre série. Car sur 7 épisodes, il y en a 2 où il est complètement absent. Les 2 épisodes centrés sur Din Djarin sont un témoignage important de l'incapacité des scénaristes à susciter l'intérêt du spectateur avec le personnage qui donne son nom à la série. Ce qui fait chier là-dedans, c'est que pour ceux qui n'ont pas suivi la série The Book of Boba Fett, le début de la saison 3 de The Mandalorian ne sera pas du tout raccord avec la fin de la saison 2, car l'arc de développement de Din Djarin a continué en dehors de sa propre série. Pourtant, j'ai apprécié voir Grogu, Ahsoka, Luke, mais ces 2 épisodes, en fait, ça devait être les 2 premiers de la saison 3, pas des épisodes de remplissage pour une autre série. La présence du Mandalorian est une bonne chose car elle permet de lier les séries, mais ça aurait dû être un renfort, peut-être un petit peu plus puissant que les autres, mais pas un nouveau personnage principal du livre de Boba Fett. D'ailleurs, j'ai vu certains qui prétendent que le livre de Boba Fett, que dans le livre de Boba Fett, il était normal de voir des chapitres dédiés à d'autres personnages. Prétendre cela, c'est très mal connaître le fonctionnement d'une histoire. Dans un roman, oui, vous avez des chapitres qui concernent d'autres personnages que les héros, mais c'est simplement pour mettre en place des éléments nécessaires à l'intrigue afin que le lecteur accepte ce qu'on lui présente sans se dire qu'on le prend pour un con. Un exemple tout simple, dans la Croisade Noire du Jedi Fu, il y a un chapitre dédié au Grand Amiral Thrawn. L'Empire va chercher des Ysalamiri sur Myrkr pour se protéger du Jedi Fu Jorus Sibos, car les Ysalamiri ont la capacité de créer des bulles anti-force. D'ailleurs, l'introduction de ces créatures est intelligente puisque c'est Talon Card qui évoque que les Ysalamiri seront utiles pour affronter un Jedi sans pour autant nous dévoiler comment, et ce n'est que plus tard qu'on l'apprend. C'est une manière d'introduire un élément qui sera réutilisé plus tard, de sorte qu'on n'ait pas l'impression que cela sorte de nulle part. C'est ce qu'on appelle un setup payoff ou préparation paiement en français. C'est introduire un élément en amont de son utilisation véritable ou de le mentionner en amont pour éviter de donner l'impression que ça sort de nulle part. Alors bien sûr, une bonne partie des problèmes qu'on a évoqués jusqu'ici sont liés au scénario qui fait évoluer les personnages. Je ne vais pas m'étendre dessus car j'ai déjà fait dans un épisode précédent que je vous invite à regarder, mais toute l'histoire autour des Tusken n'a aucun sens. En fait, il y a tout un teasing autour de Boba Fett, celui qui vit parmi les Tusken, mais au final, c'est 30 pécores dans un village qui se font démonter après 2 épisodes, et dont on n'entend plus jamais parler. Boba va jusqu'à revendiquer la mer de Dune face aux Pikes pour le compte des Tusken, le peuple nomade qui a connu Tatooine à l'époque où elle était verdoyante. On imagine des centaines de tribus qu'il a rencontrées au fil des ans, qu'il a fédérées et qu'il pourrait mobiliser dans un conflit d'envergure. Lui qui a à peu près, on va dire, potentiellement un Mandalorien et qui pourrait s'y retrouver un petit peu en fait dans cette nouvelle peuplade. Mais non, en fait, c'est 30 bonhommes qui se font tirer comme des lapins par un train qui passe. Alors moi, je sais pas vous, mais si tous les jours une bagnole passe en bas de chez moi et tire par les fenêtres et bute mes voisins, je vais déménager très rapidement, je vais pas attendre que ce soit bêtement mon tour. Après ça, on a toute la partie sur les cyborgs de l'espace dont l'esthétique est complètement aux fraises. En fait, ça tient plus d'une mauvaise série cyberpunk que de Star Wars. Alors c'est con, parce que les cyborgs, il y en a plein dans Star Wars. On peut citer Vador, Luke, Lobo, Maul, sans parler de l'univers étendu où on retrouve même des droïdes avec des âmes humaines, qui vont dire le summum du cyborg. Il n'y a plus rien de physiquement humain, si ce n'est ce qui fait entre guillemets l'essence de l'être humain, l'âme. Alors j'avais évoqué aussi le fait que les modifications cybernétiques étaient plus considérées comme des tatouages, plutôt que des solutions de fortune pour sauver des gens. Et d'ailleurs, en regardant à nouveau la série, j'ai vu 2 choses. Il y a ce Gugus qui dit qu'il a payé très cher sa prothèse, et il annonce ça comme s'il parlait d'un objet de luxe. Et écoutez ce que dit le chirurgien à Boba. Le gars lui dit explicitement qu'il est trop vieux pour être ici, donc ça veut dire que les modifications c'est un truc de Jones, donc c'est un effet de mode, et à quel moment des modifications de ce type deviennent-elles un effet de mode? Sur une planète régie par la mafia qui est reconnue comme le trou perdu de la galaxie, est-ce qu'il n'y avait pas plus simple? Je sais pas, imaginez, il y a une guerre de gang et de nombreux blessés chez les civils, et il y a un chirurgien pas très honnête qui propose de remplacer les membres perdus par des pièces de droïdes, et en échange il faut lui rendre des services, et par exemple pour sortir un peu les gens de ce cercle vicieux-là, il pourrait payer le chirurgien pour les prothèses, et en échange, les modifiés deviennent ses hommes de main, ce qui serait tout de suite beaucoup plus logique, parce que les modifiés auraient une dette envers Boba Fett.
Voilà. Comme ça, on garde un petit peu le côté médical des prothèses, tout en justifiant pourquoi 10 adolescents décident de se joindre à un mec seul, sa copine et 2 hommes cochons. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Et je termine cette histoire de scénario par la décision de Boba qui a motivé toute l'histoire, sa quête pour prendre le pouvoir. Pour une raison inconnue. Alors une fois, il dit qu'il a été trahi par Jabba et Bib Fortuna, mais je vois pas en quoi, parce que clairement dans le 5, il peut répondre à d'autres contrats, puisqu'il répond à celui de Vador, et que donc il est indépendant. Une autre fois, parce que les habitants de Mos Eisley sont son peuple de cœur, mais là encore, ça sort de nulle part. Franchement, j'aurais pu comprendre si sa motivation c'était la sauvegarde des hommes des sables, qui étaient souvent pris pour cible par les gangs. Mais même pas. Ses motivations changent d'un épisode à l'autre, au gré des envies de pisser des scénaristes. J'ai vraiment l'impression qu'ils n'étaient pas tous d'accord, et qu'ils se sont dit qu'il y aurait une bonne raison par épisode, comme ça, aucune idée n'est gâchée, et du coup, c'est la série qui est gâchée. Je pense que je pourrais parler pendant des heures sur l'abysse que forme la série, la fosse des Mariannes n'étant qu'un vague sillon à côté, mais il y a certains points positifs, et dans une critique juste, je me dois de les aborder. De manière générale, la série est relativement bien construite par rapport à l'univers étendu. J'apprécie qu'elle utilise des éléments du lore qui proviennent d'autres médiums, comme le Wookiee Krrsantan, Cad Bane ou les Pikes, sans pour autant rendre nécessaire la lecture ou le visionnage des autres œuvres. Les fans vont être contents de retrouver ces personnages et les spectateurs standards ne seront pas perdus. Car je ne le répéterai jamais assez, une œuvre doit se suffire à elle-même, et il ne doit pas être nécessaire de lire 30 BD et regarder 15 saisons d'une autre série pour savoir qui est qui. Et pour le coup, The Book of Boba Fett s'en sort très bien, et il est important de le noter. L'autre gros point positif, ce sont les effets spéciaux, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un petit peu normal quand on est soutenu par ILM, la boîte qui bosse pour les plus grosses franchises de la planète? C'est pour dire, ils bossent quand même pour Marvel, alors c'est logique, c'est Disney, mais Jurassic Park, Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, Fast and Furious, Transformers, et même Star Trek. Et d'ailleurs, beaucoup de films avec The Rock. Beaucoup. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Star Wars sous l'ère Disney. Les effets spéciaux sont excellents. Mais c'est tout. Parfois, quand une série ou un film n'est pas terrible ou déçoit, alors qu'on avait certaines attentes, on arrive à se consoler de notre déception en se disant que ça a au moins le mérite d'exister. Par exemple, j'ai été déçu par le film Kaamelott, mais il a au moins le mérite d'exister. C'est pas génial, mais une production française autour de la légende arthurienne a le mérite d'exister. À côté de ça, j'ai énormément de mal à trouver la raison d'être de The Book of Boba Fett pour le spectateur. Je ne doute pas que les producteurs y voient l'intérêt financier de produire ce genre de série, et je ne crache pas dessus, car c'est parce que les séries et les films font de l'argent qu'on a le choix dans les productions qu'on peut regarder actuellement. En fait, j'ai l'impression d'avoir non seulement perdu mon temps, mais également d'avoir été trahi. Et pas uniquement trahi en tant que fan de Star Wars, mais trahi en tant que spectateur. Après avoir vu les épisodes 7, 8 et 9 qui ne sont objectivement pas bons, je reste dans l'idée que le 7 est un départ raté, qu'il aurait pu être bon mais s'est planté quelque part. Que le 8 est une tentative désespérée de surprendre à la moindre occasion au point de s'intéresser aux problèmes de carburant et de repassage, et le 9 tente de sauver un bateau du naufrage avec un gobelet pour écoper une voie d'eau équivalent aux chutes du Niagara. Mais malgré tout, je ne me sens pas trahi par la postlogie. Ils ont tenté quelque chose et ils se sont plantés sur toute la ligne, c'est une catastrophe et c'est 100% de leur faute. Mais j'ai envie de dire, il y avait un semblant de volonté de bien faire. Ça se voit qu'ils ont essayé de rattraper les trucs film après film sans pour autant y arriver. Là, je ne ressens pas cette volonté de bien faire. Je vois que cette série a été pondue à la va-vite pour Disney+, et nous a été jetée comme un os à ronger pour patienter avant toutes les autres séries. Et ils sont partis du principe qu'on accepterait cet énorme excrément sous prétexte qu'il y a un joli logo Star Wars et Boba Fett. Et quand je vois les réactions à ma première vidéo où je disais que c'était pas ouf, j'étais pas aussi négatif que je le suis maintenant, j'étais juste un petit peu méfiant, voilà. Eh ben ils ont eu raison de mettre cette merde avec un logo Star Wars parce que ça se vend et qu'il y a des gens prêts à défendre ça. En fait, au final, j'aurais presque préféré que Boba Fett ne soit qu'un personnage qui va crapahuter d'une série à une autre, va croiser, va être l'allié du Mandalorien par exemple, mais va se retrouver peut-être confronté au Padawan de Luke dans une autre série où il deviendra l'antagoniste. Et ça aurait pu être super intéressant d'avoir ce personnage-là, où on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'il va débarquer. On sait qu'il est dans les différentes œuvres de production autour de toutes les séries Star Wars, mais voilà, on ne sait pas, c'est juste on dit tiens pouf, il y a un épisode, il y a Boba Fett qui débarque, maintenant il est méchant dans cet épisode.
épisode-là, là il va aider The Mandalorian, puis d'un coup au détour d'un autre épisode, il va aider Luke, parce que peut-être que Luke a les moyens de le payer. Enfin voilà, faut pas oublier que c'est avant tout un chasseur de primes et qu'il n'est mu que par sa volonté de gagner de l'argent. En fait, et c'est un énorme avantage en fait pour un personnage comme ça qui n'a pas sa propre série et qui peut se contenter d'être un guest dans différentes séries. C'est-à-dire que par appât du gain, on peut le faire changer de camp à envie. Et c'était ça en fait qui manquait. Et c'était ça qu'il fallait faire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et j'espère sortir d'autres vidéos prochainement. Mais il y aura sans doute un update de la chaîne d'ici là pour vous tenir informé en fonction de ma situation personnelle. Car je vais bientôt déménager, d'ici quelques mois, semaines. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee et Utip. Ça m'aide à payer l'abonnement Adobe et franchement, c'est tout ce que je demande. Parce que comme ça me permet d'être à 0 au niveau de mes comptes. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!